Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique, ou plutôt un événement qui est devenu un moment historique à l'impact économique, social, politique, humain considérable, un impact que l'on commence à mesurer et qu'on mesurera encore plus demain. Ce moment, c'est le moment du coronavirus, bien entendu. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son impact et ses conséquences géopolitiques et nous demander quelles sont les conséquences du coronavirus en géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai indiqué en introduction, le coronavirus a eu un impact global, planétaire. On voit dès le début des conséquences humaines, des conséquences économiques. On pressent des conséquences politiques sans forcément savoir quelle direction on va aller. On a moins parlé de l'impact géopolitique du coronavirus. Et c'est peut-être l'originalité de ce qu'on va faire comme travail aujourd'hui, c'est de s'intéresser à cette question. Et peut-être que pour commencer, on va adopter une méthode qu'on a utilisée assez traditionnellement, c'est-à-dire de se servir du passé, la modélisation de ce passé, pour essayer de comprendre quelles seront les conséquences, les conséquences du coronavirus. Alors, avant d'envisager quelles sont ces conséquences, peut-être essayerons-nous de comprendre quelles sont les transformations géopolitiques qui ont déjà eu lieu durant les 2 premières décennies du XXIe siècle. Oui, je crois que en fait, vous avez totalement raison de rappeler que très souvent on s'inscrit durant nos séances dans ce qu'on appelle la méthode appliquée, notamment auprès des anglo-saxons, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est-à-dire le fait d'essayer d'anticiper l'avenir en regardant un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme modélisation sur les exemples passés, même si là évidemment en ce qui concerne la crise sanitaire du coronavirus, on a quand même une difficulté qui est importante, puisque on n'a pas d'exemple dans un temps très proche d'une telle crise sanitaire, d'une pandémie mondiale, pour dire comment les choses, sur un monde autant d'interactions au niveau économique ou grâce aux technologies. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de capacité à modéliser. Par contre, comme vous nous y invitez à juste titre, ce qui serait peut-être intéressant pour comprendre quelles seraient potentiellement les différentes éventualités telles qu'on va s'efforcer de les dessiner, c'est d'être sûr de bien comprendre le monde géopolitique tel qu'il existait au moment où le coronavirus s'est développé. Et là, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont avoir des surprises parce qu'en fait, c'est un monde qui a été mal anticipé, mal deviné. Ça, on a eu l'occasion de le dire dans un certain nombre de nos séances précédentes. Et on va essayer de faire une synthèse par rapport à ça. Et la première, il y a à mon avis 3 caractéristiques qui peuvent être mises en avant sur le monde géopolitique du XXIe siècle. Et la première caractéristique, c'est que c'était un monde fragmenté, un monde de fragmentation. Alors là, je vais m'arrêter un instant, Olivier, parce que je pense qu'il y a un vrai travail à faire, qu'on faisait d'ailleurs avec nos étudiants lors de nos différents cours, parce qu'il y a 2 mots qu'on entend beaucoup, ou qu'on a beaucoup entendus, en gros, entre 2000 et 2020, c'est bien sûr les termes de mondialisation, de globalisation. Il faut faire très attention à ne pas les confondre d'ailleurs, parce que sinon on va pas comprendre qu'en fait, on est, me semble-t-il, c'est très important à avoir à l'esprit, dans un monde qui a été très tendu entre 2000 et 2020, parce qu'on a 2 dynamiques qui non seulement ne s'accompagnent pas, sont parallèles, mais s'opposent en fait. À quoi est-ce que je suis en train de faire allusion? En fait, on n'a pas vraiment un monde mondialisé. Un monde mondialisé tel que l'aurait rêvé, on l'a évoqué à plusieurs reprises, Francis Fukuyama, dans son célèbre ouvrage La fin de l'histoire ou le dernier homme. Donc en gros, je retrace très très rapidement, on sort de la guerre froide, on a l'impression que toutes les idéologies du XXe siècle ont été vaincues, le fascisme, le nazisme, le communisme, le stalinisme, etc. Et donc on va arriver à une sorte de monde village, un peu global, dans lequel toutes les civilisations aspiraient à la même société, aux mêmes valeurs, aux mêmes règles, et dans lequel finalement on finirait par tous consommer de façon identique. Donc là, effectivement, on aurait une mondialisation, parce qu'on a une globalisation économique, et on aurait une globalisation politique. Or, en fait, si on a bien une globalisation qui a eu lieu, grâce au fait, on voit bien les délocalisations, puisque par définition, là c'est très intéressant à voir, c'est totalement logique, ça s'insère totalement logique, puisqu'on est tous en termes d'adhésion, d'accord sur le modèle, il n'y a rien de rédhibitoire à exporter des savoir-faire
des matières ou des productions, puisque à la limite, on cherche à se servir des points forts de chaque pays ou de chaque civilisation. Donc on est bien dans un monde économique globalisé, avec en fait des entreprises qui sont délocalisées, des matériaux qui viennent de différents endroits de la planète. C'est accru, il faut le reconnaître, par la technologie et en termes de transport et évidemment en termes de communication qui a favorisé ces globalisations. Mais la surprise qu'il y a eu en géopolitique, c'est que face à cette globalisation économique et technologique, on a eu une fragmentation géopolitique très très importante, et c'est d'ailleurs toute la désillusion qui va se mettre en place au fur et à mesure. Il faut être honnête, bien sûr le 11 septembre 2001, qui a été d'ailleurs déjà une première alerte, mais il y a eu bien sûr aussi tous les événements qu'on a connus dans différents pays, au Proche, au Moyen-Orient, avec l'Irak, la Syrie, on a eu l'Afghanistan, on a eu beaucoup de conflits aussi avec le printemps arabe. Enfin, en réalité, on s'est bien rendu compte qu'il y a plutôt un monde qui était en train de craqueler. Il y avait un vernis donné par la guerre froide qui était très satisfaisant parce qu'en gros, il y avait deux camps, donc c'était facile. Et aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'il y a l'émergence d'une multitude, d'un monde multipolaire. Et c'est ce que montre bien Thierry Garcin dans son ouvrage de 2018, La fragmentation du monde. Et donc le premier aspect qui me paraît très important à mettre en évidence, sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que face à la globalisation économique, on a eu une fragmentation géopolitique, ce qui expliquait d'ailleurs un certain malaise. Et ça, on a cette fragmentation parce qu'en fait, on a une division. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui me paraît très très important à mettre en évidence, c'est qu'on est dans un monde instable, parce qu'en fait, il est en perte d'équilibre. C'est un monde fragile, Olivier. Alors, c'est assez intéressant parce que on avait eu l'opportunité, en ce début d'année pédagogique, 2019-2020, de s'arrêter en particulier sur un ouvrage écrit par Graham Allison, un remarquable professeur reconnu dans le monde entier de géopolitique aux États-Unis. Et l'ouvrage est devenu très très célèbre, c'est devenu un best-seller. On a le titre « Vers la guerre ». Donc l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide. Et d'ailleurs, on a fait une séance, on avait consacré une séance sur cette thématique. Et ce qui est assez intéressant dans la thèse de Graham Allison, c'est qu'en fait, le risque de guerre ou le risque de déséquilibre est accru quand on a une puissance installée, en l'occurrence là les États-Unis d'Amérique, et qu'elle est menacée, c'est très important à avoir à l'esprit, par la montée en puissance très rapide, et le terme de très rapide est important, d'un challenger. Alors le piège de Thucydide, parce qu'en fait, comme on l'avait évoqué, c'était la comparaison entre Sparte et Athènes, et puis il faisait donc une assimilation entre les États-Unis, puissance installée, et la Chine, puissance en devenir, qui serait en train de menacer les États-Unis. Mais si vous me permettez, ce que j'avais trouvé intéressant dans cette démarche, c'est le fait qu'il puisse attirer notre attention sur ce point-là. Mais par contre, j'avais le sentiment aussi que la fragilité de la géopolitique vient surtout du fait que, en fait, on est en perte d'équilibre. Et ça, je trouve que Graham Allison n'insiste pas assez là-dessus. Cette perte d'équilibre, telle qu'on la voit souvent, comme je la montre aux étudiants, sur la carte de l'Europe post-1871, où on a trois empires installés. On a l'empire russe, on a l'empire allemand et on a l'empire austro-hongrois. Et on voit bien que finalement, on a la paix en Europe, alors que les nationalismes sont très ancrés, sont très présents. On est dans une période très agressive, où on se projette sur différents continents à travers le colonialisme, où il y a une compétition très très dure, y compris dans les écrits d'ailleurs. Pensez à Kipling au Royaume-Uni, etc., où le nationalisme est perçu comme une vertu qu'il faut encourager par rapport aux autres pays européens. Donc, on n'a pas beaucoup de guerres, parce que finalement, on a trois pays qui se neutralisent. On a trois empires qui se neutralisent. On a la Russie qui est neutralisée par l'Allemagne et par l'Autriche-Hongrie, mais on a l'Allemagne qui est neutralisée par la Russie et par l'Autriche-Hongrie, et on a l'Autriche-Hongrie enfin. Donc, il faut rappeler qu'elle était de 45 millions d'habitants, c'est l'Autriche-Hongrie de François Joseph. Ça aussi, on a eu l'occasion de le voir dans une de nos séances. Et en fait, ces trois puissances se neutralisent, un peu comme les États-Unis, l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc, ce qui est assez intéressant dans le prolongement de ce qu'on est en train de dire, c'est que si on a un monde multipolaire qui est en plus en train d'apparaître, ça veut dire qu'on est en perte d'équilibre et on est sur un monde de géopolitique qui en réalité est très fragile. Donc en fait, on est, Olivier, fin 2019, début 2020, dans un monde qui était à la fois très fragmenté, très fragile, et en plus, dernière caractéristique, très fluctuant, c'est-à-dire très imprévisible, parce que comme le monde avait été pensé un peu à la star de Francis Fukuyama comme apaisé, et que finalement on le retrouve beaucoup plus fragmenté et beaucoup plus en recherche
En fait, on est en situation de transition, Olivier. C'est ça. Je crois que on a tous beaucoup buté sur le fait de savoir quel serait le nouvel ordre du monde. Ça, Henry Kissinger l'expliquait dans un ouvrage de 2016. C'est pas tellement le fait que la géopolitique change, ça j'y reviendrai en conclusion, c'est le fait que les puissances qui dominent la géopolitique sont amenées à changer, il y a un bouleversement dans les hiérarchies, et que peut-être les modalités diplomatiques, les modalités des échanges, telles qu'on les avait mis en place, sont en train de changer. Donc en fait, un monde que vient percuter le coronavirus, si vous me permettez cette expression, que je qualifierais un peu des 3 F, parce qu'on a un monde fragmenté, on a un monde fragile, et on a un monde fluctuant. Par définition, le coronavirus arrive dans un monde géopolitique qui est loin d'être stable ou certain. Oui, j'aime beaucoup l'idée de percuter. On a vraiment eu cette sensation-là que ça venait percuter un monde sur lequel on avait des repères qui, pour certains, étaient déjà caduques. En réalité, on ne voyait pas la situation telle qu'elle était. Et à révéler, à jouer comme un agent révélateur de fragilité, de fragmentation dans le monde, de discordance aussi au niveau des institutions internationales. Donc, dès le départ, vraiment, je pense, dès les premières semaines, on a pu se rendre compte qu'on pouvait retirer des leçons, d'ores et déjà, de l'impact du coronavirus, au niveau géopolitique, bien sûr. Oui, alors, il est évident, on s'empressera de le dire, on le redira vers la fin de nos propos, que ce serait très très difficile de tirer des conclusions définitives sur un phénomène qui est encore très très récent et dont on voit bien qu'il embrasse énormément de logique. Néanmoins, il y a effectivement un certain nombre d'aspects qui, en termes transitoires, sur cette période telle qu'on la connaît déjà, sont en train de revenir à la lumière ou de se redessiner. Et j'utilise véritablement la logique de retour parce que c'est ça qui me paraît le plus intéressant. D'abord, surtout dans les pays occidentaux, Olivier, si vous me permettez, ce qui a été très très marquant, c'est la reprise de conscience qu'il pouvait y avoir des notions ou des éléments stratégiques. À force de vivre dans un monde global, plus ou moins sûr, même si évidemment les faits étaient déjà en train de montrer que ce monde ne correspondait pas à la réalité, on en finissait par oublier qu'il y a des productions qui sont stratégiques, et on pense évidemment à la production pharmaceutique qui a donné lieu à énormément de débats, d'évocations et d'échanges politiques sur les masques, sur les produits, sur les vaccins, et même sur la capacité à produire au sein de son propre continent ou de ses propres frontières. Donc finalement, pour les géopoliticiens tels que nous sommes, pour nous, ce n'est pas tellement une surprise. Il y a effectivement des productions stratégiques et qui vont bien au-delà que la simple production des armes ou des munitions, si vous me permettez. Il y avait les matières premières. Bon, ça, c'était quelque chose qui était relativement entendu. Mais quelque chose comme la production de médicaments, le savoir-faire médical, les vaccins, et on pourrait aller plus loin, la maîtrise de toute la chaîne de l'agroalimentaire, puisqu'on peut être amené à moins être dans l'échange dans le monde, comme de ce qui est tout ce qui va être de l'eau ou le liquide. Finalement, c'est quelque chose qui est réapparu de façon très très forte et qui va un peu à l'encontre de logique. On n'a pas vraiment manqué de stratèges, en fait. J'ai souvent entendu dire pendant ces mois, en Occident, on a manqué de stratèges. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont continué à écrire et à évoquer, ne serait-ce que même des crises pandémiques. Seulement, je pense qu'en Occident, on n'y a pas cru. On n'y a pas cru. Et en plus, on n'a pas voulu mettre les moyens parce que, contingentés par des logiques principalement d'ordre financier et économique, l'épisode des masques en France, de ce point de vue-là, est révélateur. On n'a pas voulu y mettre les moyens parce qu'on pensait que c'était peu probable ou que l'investissement était trop démesuré par rapport à la faiblesse de la probabilité. Donc, vraiment, la dimension stratégique, or c'est ça. La géopolitique, la phrase est bien connue, c'est prévoir et c'est anticiper un certain nombre de facteurs pour pouvoir être en situation d'y répondre le cas échéant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le paramètre le plus marquant, a fortiori dans les pays occidentaux, mais pas seulement d'ailleurs, parce que dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, notamment la Chine, d'autres pays dont on parle moins comme l'Inde, là aussi il y a eu des remises en cause. Puis il y a un deuxième facteur qui me paraît intéressant à travers la question que vous soulevez, c'est le fait que certains pays, on le voit bien clairement, ont déjà commencé à utiliser la crise du coronavirus à des fins diplomatiques. C'était assez interpellant, presque, comment dire, fascinant, de voir que la Chine, dont évidemment on rappelle qu'elle est censée être à l'origine, même si les Chinois sont en controverse avec les États-Unis sur ce point du virus, que la Chine a très rapidement réussi à changer de positionnement dans le monde pour éviter que d'être perçue un petit peu comme le facteur à l'origine ou le facteur de culpabilité du virus. Elle a très rapidement
cherchait à envoyer des masques ou des matériaux médicaux, notamment sur les pays européens, à titre gracieux pour montrer que la Chine était un pays sur lequel on pouvait compter. Il y a un autre pays dont on a peu parlé dans les médias français, mais qui est la Russie, Olivier, et dont on voit bien que la Russie, là aussi, notamment je pense au cas italien, puisque on l'évoquera par la suite, la solidarité européenne a mis quand même du temps à se mettre en place, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, les Russes sont arrivés très très tôt avec des avions, du personnel médical, des machines, des produits ou des respirateurs, pour montrer que la Russie, elle aussi, s'appuyait sur les événements pour sortir en plus de l'isolement diplomatique dans lequel elle était. Donc il y a des pays qui se sont servis, ça c'est très très clair. Et troisième point, là c'est plutôt le fait d'utiliser ça de façon positive. On voit bien quand même que finalement assez vite, et la Chine et les États-Unis se sont servis mutuellement, j'ai envie de dire réciproquement du coronavirus, pour plus accuser l'autre de volonté d'hégémonie ou de non-respect d'une concertation internationale. Donc les trois paramètres qui me paraissent les plus frappants sont bien sûr la remise en situation au cœur de la notion de stratégie, de production stratégique, la volonté de puissance d'utiliser un événement afin qu'il leur soit favorable, qui est un grand classique en géopolitique, et dans un troisième temps, le fait d'instrumentaliser cette situation-là pour essayer de maintenir une hégémonie ou au contraire de combler un retard tel que les États-Unis et la Chine l'ont fait. Forcément ça, je pense qu'on s'en rend compte spontanément, les conséquences humanitaires étaient évidentes, les conséquences économiques étaient évidentes, mais on voit bien à travers ce qu'on est en train de dire qu'il y a un certain nombre de questions géopolitiques qui vont forcément être posées par la crise du coronavirus. On le comprend bien et on l'a bien vu comment le coronavirus a pu être instrumentalisé par certaines puissances géopolitiques et chacune a cherché à placer ses pions, y compris l'Europe un peu tardivement qui a essayé de trouver une réponse commune finalement. Ce qui est toujours difficile quand on s'intéresse à un événement, c'est d'arriver à isoler ce qui se produit dans l'immédiat, c'est-à-dire on voit des réactions, et voir ce qui s'inscrit dans le long terme. Il n'est pas dit que les réactions d'aujourd'hui indiquent la direction de demain. Donc on va quand même essayer de se livrer à un pronostic, à essayer de voir ce que sera l'avenir, de le prédire, tout en sachant que l'exercice est parfaitement impossible. Mais quelles sont les tendances qu'on peut déjà dégager en termes de conséquences? Oui, alors vous avez raison Évidemment, on ne peut pas échapper à l'exercice, car toute personne qui nous regarderait évoquer le coronavirus en géopolitique dirait, bon, d'accord, mais alors quels sont à votre avis, quels sont les événements qui vont se dérouler, qu'est-ce qui va arriver? Et là, évidemment, je pense que tout le monde reconnaîtra qu'il serait très très présomptueux que de pouvoir déceler a fortiori de façon exhaustive l'ensemble des événements tels qu'ils seraient censés se dérouler à long terme sur les 24, 36 ou même 4 années prochaines. Par contre, comme vous nous y invitez, j'ai le sentiment qu'il est possible de chercher à distinguer un certain nombre de questions clés. Alors évidemment, elles resteront ouvertes, mais qui vont être accentuées ou mis sur le devant de la scène géopolitique, ce qui va m'amener d'ailleurs à faire une conclusion sur la géopolitique elle-même, certainement, Olivier. Alors là, il y en a plusieurs qu'on pourrait peut-être regrouper d'abord sous un terme de global. Il y en a 2 ou 3 qui seraient vraiment globales, qui vont interpeller l'ensemble des États et des civilisations dans le monde. Ensuite, il y en a 2 ou 3 qui seraient plus à caractériser sur un certain nombre de pays, parce que là, il peut y avoir des enjeux qui sont différents. Et enfin, il y a peut-être un enjeu sur la communauté internationale elle-même. Et là, il y a peut-être une comparaison, pour être dans la continuité de nos propos initiaux, avec une expérience passée du XXe siècle, paradoxalement. Alors, commençons peut-être, si vous voulez bien, par les aspects plus globaux. D'abord, il est évident qu'on mesure encore très très mal aujourd'hui quels vont être les effets humanitaires durables de la pandémie dans le monde. Bon. Il est évident que c'est d'abord une catastrophe humanitaire, et donc là je pense à l'impact que ça va avoir sur la démographie dans le monde. Lors d'une de nos séances précédentes, on s'était efforcé d'essayer de faire des projections au XXIe siècle sur les bouleversements ou les rééquilibrages que l'essor de telle population ou de telle population sur différents continents pouvait avoir. Bon. Et là, c'était quelque chose qui était assez entendu, puisque en termes de taux de fécondité ou de taux de natalité, on a quand même des projections qui sont très très bonnes sur 20 ou 30 ans. Mais là, évidemment, le virus, sa pérennisation ou ce qu'on pourrait souhaiter, sa relative disparition, ça on ne sait pas, va avoir des conséquences sur la démographie. Quelles vont être ces conséquences sur la démographie? Est-ce que la démographie va être bouleversée? Est-ce que les taux de natalité vont être amenés à changer?
Ça, c'est une première question qu'on est amené à se poser. Ensuite, il y a une deuxième question qui est plus globale, c'est quelle va être l'influence à long terme du virus sur une économie qui était très interdépendante, très internationalisée. Peut-être c'est le moment dans l'histoire de l'humanité où on était le plus dans les échanges, encore une fois pour des questions de modernité en termes de transport, de technologie. Donc, est-ce que à long terme, on a deux scénarios finalement qui se dessinent. Est-ce que finalement le coronavirus va se dissiper, ce qui serait le scénario le plus heureux? Est-ce que par la suite, on sera amené à voir ça comme une étape douloureuse, certes, mais comme une étape mesurée et ponctuelle? Ça veut dire qu'on serait en train de revenir au monde globalisé tel qu'on l'a connu sur les 2 premières décennies? Ou est-ce qu'on a plutôt un virus qui s'ancre malheureusement dans le temps, qui a des conséquences importantes et qui amène à une restriction des échanges, ce qui veut dire qu'on aurait à la fois un monde fragmenté au niveau géopolitique, mais un monde qui se déconstruirait en termes d'échanges internationaux. Donc là, c'est quelque chose de très important. Quand on considère les balances commerciales, à plusieurs occasions, on a l'opportunité d'étudier des pays dans leurs échanges, dans leurs balances commerciales. Et donc là, ce serait un bouleversement très très important qui nous amène sur un corollaire immédiat. Parce que suivant le scénario tel qu'il peut se dessiner, plutôt favorable avec une disparition telle qu'on la souhaite tous du coronavirus, ou plutôt moins favorable avec une installation de ce virus, on peut avoir aussi un réflexe des populations qui les amènerait vers plus de sécurité, plus de protection. Or, c'était déjà une tendance assez lourde, telle qu'on les avait sur les 10 dernières années, dans certains États en tout cas, et notamment, je pense, aux termes que je trouve toujours pétris d'euphémismes et très, très, comment dire, prudents, les démocratures, pour être honnête, dont on voit bien qu'il y a certains pays ou certaines populations qui tendaient de plus en plus vers des régimes forts. Donc, est-ce qu'on va avoir un coronavirus qui pourrait avoir pour effet, de par un souci de se protéger, d'être à l'abri du monde, à tort ou à raison d'ailleurs, que de tendre vers les régimes forts? Ça, c'est les 3 questions centrales qui vont être... Et on voit bien qu'elles sont très interdépendantes en plus, parce qu'elles vont avoir des effets les unes sur les autres. Après, on a des questions qui sont plus, comment dire, ponctuelles, parce qu'elles s'adressent plus à des pays. Dans un cadre comme celui-là, en une transition facile, que vont faire les États-Unis d'Amérique? Dont on rappelle qu'en 2020, ils sont en élection présidentielle, et surtout dont on ne rappellera jamais assez, on s'en était déjà fait l'écho là aussi, c'est ce que j'appelle moi la tentation Monroe, Olivier. Alors on voit bien qu'il y a une petite boutade, on a l'image forcément qui nous apparaît de Marilyn dans ses temps de réflexion, l'image est célèbre, mais je fais bien sûr surtout allusion au 5e président des États-Unis, James Monroe, qui a fait ce discours début décembre 1823, qui est en fait le cadre cardinal des États-Unis, et dont il faut toujours le rappeler, parce que contrairement à l'impression que donnent les États-Unis ces 20 dernières années, on a un pays relativement jeune, 1776, mais qui est historiquement, philosophiquement, politiquement, un pays de tradition isolationniste. La doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, et le reste du monde ne nous concerne pas. C'est très important à avoir à l'esprit, parce que très très souvent, lors d'échanges avec les étudiants, que ce soit en cours ou sur des propos plus libres, des fois il y a des interrogations en disant mais Trump, on a du mal à comprendre. De fait, on ne peut que abonder en ce sens. Mais me semble-t-il, il est quand même la résultante d'un pays qui est en fracture lui aussi, et d'ailleurs qui peut être tenté d'autant plus de s'isoler. Voilà où on a une combinaison des paramètres qu'on voit bien dans l'actualité récente, que les États-Unis, au niveau sociétal, sont confrontés à des questions très très lourdes, qu'on avait aussi l'occasion de soulever, et qu'on voit bien que le fameux melting pot, malheureusement, est plus pour l'instant un rêve qu'une réalité. Et là, il y a toute une réflexion que la société américaine va devoir mener sur elle-même, sur une harmonie meilleure entre les différentes communautés, pour rester pudique, parce que les événements récents montrent bien qu'il y a une vraie difficulté. Et donc, on voit bien que des États-Unis, déjà spontanément tentés par la doctrine Monroe, ancrée dans leur histoire, face à des échéances sociétales de leur propre société importantes, et face à une menace du coronavirus, pour avoir tendance à finalement se réisoler. Et là, évidemment, on a un mouvement pendulaire, ce qui serait que les autres puissances, dans l'optique de l'équilibre tel qu'on l'évoquait, voilà où je pense qu'on peut, pour ceux qui nous regardent, qui nous font l'amitié de nous regarder, construire un raisonnement. On a évidemment des puissances installées comme la Chine, ou en devenir, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, comme l'Inde, dont la montée en puissance serait accélérée de par le fait que d'autres puissances seraient en recul. Il y a un troisième lieu qui nous concerne plus particulièrement,
et auquel on est forcément en train de penser par rapport au recul, c'est l'Europe, Olivier, parce que là, l'Union européenne va plus que jamais être mise à un carrefour en termes de décision. Est-ce que l'Union européenne va réussir à rebondir, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs pendant ces longues années qui nous ont amené du traité de Rome en mars 1957 jusqu'à aujourd'hui? Quand on remarque, les crises ont toujours été finalement source de refondation de l'Union européenne et d'avancée de l'Union européenne. Sauf que là, on a affaire à une crise vraiment très très importante, d'une dimension majeure, dans une Europe qui était déjà très fragilisée ou remise en cause, comme jamais auparavant. Donc là aussi, on a deux hypothèses. On a l'hypothèse d'une Union européenne qui arriverait à rebondir. Là, on a deux images d'ailleurs ces derniers mois. On a d'abord une image d'une Union européenne qui balbutie, qui est incapable de trouver des mesures identiques, alors qu'elle est paradoxalement confrontée à une question identique. On a été franchement dans l'égoïsme, dans des attitudes où les États ont même été peu enclins à se fournir des matériels. Enfin, l'image que l'Union européenne a donnée d'elle-même était franchement peu agréable. Et puis, y compris dans les discussions financières sur les endettements. Et puis, il y a une sorte de rebond quand même. Ça, c'est le pendant, où on a bien vu que des pays accueillaient au sein de leurs frontières des malades. On pense au Luxembourg, on pense à l'Allemagne par rapport à la France, et où on voit bien que la Commission réfléchit en termes d'eurobonds, à savoir comment on pourrait finalement mutualiser la dette, si vous me permettez ces termes. Donc là, on a deux lectures, et là, l'Union européenne va-t-elle pouvoir davantage se renforcer à l'issue de ces crises, ou va-t-elle être définitivement fragilisée et laisser place au régionalisme tels qu'ils existaient depuis une dizaine d'années? Donc ça, c'est, me semble-t-il, les trois axes plus particuliers. Ce qui nous amène finalement à une dernière réflexion, c'est que face à l'ensemble de ces problématiques, dont on mesure qu'elles sont très nombreuses et qu'elles sont majeures, la question qui va être posée à la communauté internationale, c'est va-t-on davantage agir de concert, ça c'est de un classique, le concert des États, ou va-t-on s'isoler? Et là, on a un événement qui est très intéressant, même s'il n'était pas sanitaire, mais qu'il était financier. Olivier, c'est la crise de Wall Street et la crise économique, telle qu'elle débute en octobre 1929, dans laquelle on voit bien que tout le monde, finalement tous les pays, au lieu de chercher une solution commune, s'enferment dans l'isolationnisme. On voit bien que la crise économique est due d'ailleurs au fait que chacun cherche à vendre sur son propre territoire, mais empêche les autres de vendre sur le territoire. Donc on n'a eu que des réponses morcelées, dont il ne faut jamais oublier que finalement, elles se sont arrêtées qu'avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une perspective qui est quand même pas très très encourageante. Ça, c'est une vraie question. Mais en fait, peut-être en guise de conclusion, on voit bien que si à juste titre c'était légitime, le coronavirus a d'abord attiré notre attention d'un point de vue sanitaire et humanitaire, ça c'était incontournable, et puis avec les conséquences économiques que ça a sur les dimensions financières et macroéconomiques, il faudra faire très très attention à l'ensemble des conséquences que ça aura dans un monde géopolitique qui encore une fois a été fragmenté, fragile et fluctuant, parce qu'on voit bien qu'avec toutes ces questions, plus que jamais, j'ai envie de dire, au XXIe siècle, Olivier, la géopolitique est de retour. Eh bien, sur cette promesse presque de retour de géopolitique, je vous propose de nous arrêter. Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour un nouveau rendez-vous de la géopolitique.